Alors ça, c'est ma seule petite fierté des concours, c'est que j'ai eu effectivement j'ai eu 20 sur 20 à l'épreuve de culture générale d'HEC. Alors le thème de l'année, c'était la parole et le sujet qui était très beau d'ailleurs, vraiment ils sont super forts les concepteurs d'HEC, je trouve, pour faire des beaux sujets comme ça. C'était faire parler un texte. Faire parler un texte, enfin, faut le trouver quand même, enfin, c'est quand même pas mal. Avec le recul et en ayant regardé plus attentivement ma copie, parce que je ne me souvenais pas du tout de tout ce que j'avais écrit, je me suis rendu compte que franchement, c'était pas du tout si exceptionnel que ça. Et je le dis, mais sans fausse modestie, quoi. En revanche, ça je crois que c'est vrai, c'est que ça correspondait vraiment au niveau de la structure et de la méthodologie à ce qu'ils attendaient en fait. Et ça, c'est pas du tout impossible à atteindre, c'est même carrément faisable. C'est vraiment faisable ça. Et je crois sincèrement que ça, c'est le point le plus important pour l'épreuve de culture générale, pour avoir une bonne note en fait, pour faire une bonne performance si vous voulez. C'est de connaître parfaitement les attentes des correcteurs et la méthodologie générale qu'il faut, pour le coup, là vraiment, mais connaître mais, sur le bout des doigts, quoi. Du coup, je pense qu'une petite piqûre de rappel, ça peut ne pas être inutile, surtout au niveau de la méthodologie. C'est-à-dire, non seulement comment doit s'organiser une copie, mais aussi comment ça se passe empiriquement, le jour de l'épreuve, parce que bon, c'est bien de savoir comment doit se structurer une copie, hein, et toute la théorie qui va avec, c'est très bien. Mais encore faut-il bien connaître le déroulé de la pratique, qui n'est pas du tout si évident que ça. Et en plus, il y a certaines techniques qui changent d'ailleurs selon les professeurs. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez un but fixe, c'est une copie qui répond dans sa structure et dans son déroulé à certains critères, ok, mais pour y arriver, il y a pas mal de chemins, il y a pas mal de techniques, mais bon, qui sont quand même assez similaires les unes aux autres. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire comme si on y était, le jour de l'épreuve. Alors là, d'abord, ce qui va se passer, avant même que l'épreuve commence, alors je vous conseille, c'est de faire le plein, mais vraiment le plein de feuilles de brouillon. Parce que là, mais vous allez écrire, mais comme vous n'avez jamais écrit quoi, au brouillon. Vous allez écrire beaucoup, beaucoup, et il faut surtout éviter de s'emmêler les pinceaux entre tout ce que vous allez écrire. Ça, c'est vraiment la chose à éviter. Alors ce qui va se passer, d'abord, c'est que, alors, bien sûr, la tension monte, hein, le cœur bat de plus en plus vite, plus vite qu'à l'accoutumée en tout cas. Les examinateurs distribuent les sujets, face cachée, et là, bam, ça commence et vous découvrez le sujet. Et alors là, ce qui va se passer, vous allez l'expérimenter vous-même, c'est que quand vous allez découvrir le sujet, il y a forcément, dans votre cerveau, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des éléments de votre cours qui vont comme ça surgir dans votre tête. Et en plus, parfois, il y en a vraiment plein. Et alors là, le premier réflexe, le premier conseil que je pourrais vous donner, je pense, c'est de ne surtout pas les laisser filer. Ne les laissez pas filer. Tout ce qui vous passe par la tête au niveau des références des œuvres et sous quel angle ces œuvres peuvent servir et ou faire écho au sujet, vous le notez, tout ça, sur une feuille de brouillon à part. En ce qui concerne le cours, on y reviendra après, pour comment bien le mémoriser, etc. Bon bref, mais vraiment, tout ce qui vous passe par la tête, bam, vous l'écrivez. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une idée, mais de se dire, oh, attends, c'est bon, cette idée-là, je la garde dans le coin, et je vais d'abord écrire ça, et ensuite, on oublie le truc, on oublie ce qu'on voulait noter, et ça, je vous jure, mais ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé plus d'une fois, mais c'est une sensation, mais à s'arracher les cheveux, quoi. Parce que, alors d'autant plus que le plus souvent, c'est en ne cherchant pas qu'on trouve, déjà, bon, et pourtant on s'obstine à chercher comme des dératés, vous voyez, cette pensée disparue et volatilisée, et on perd du temps. On perd un temps précieux à faire ça, alors que pendant chaque épreuve, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le temps. Le temps est compté. C'est la chose la plus importante. Alors non, les idées, et les idées à des références surtout, vous les attrapez au vol et bam, vous les mettez sur le papier, sur une feuille de brouillon ou plusieurs, enfin vous faites comme vous voulez, mais vous les notez, vous les plaquez. Alors au passage, je vous conseille vraiment au brouillon de n'utiliser que le recto des pages. Si vous vous mettez à utiliser le recto verso, ça va être un bazar, pardon, excusez-moi, je parle comme un charretier. Là, vous risquez vraiment de vous y perdre, hein. Juste le recto. Donc vraiment, brouillon, recto, que recto. Donc là, bon, c'est pour les premières références qui vous viennent en tête. Si vous en avez qui surgissent, vous les notez. Bam, vous les avez attrapées au vol, elles sont sur le papier, ok. Maintenant, vient enfin la première étape officielle, entre guillemets, j'allais dire, c'est l'analyse des termes du sujet. Vous allez analyser vraiment les termes du sujet, et ça c'est très important. C'est vraiment la partie la plus importante. Donc, sur une autre feuille de brouillon, hein,
sur une nouvelle feuille de brouillon, vous allez d'abord essayer de chercher à définir le plus justement possible chaque terme du sujet. Mais vraiment, vous allez chercher à les définir, mais à fond. C'est-à-dire que vous allez essayer d'aller, d'aller puiser la richesse de chacun des mots, de chaque mot du sujet. Il y en a peu. Il y en a peu des mots. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir essayer d'aller creuser à fond, essayer de déceler, même parfois les pluralités de sens. Par exemple, je ne sais pas, quand vous prenez le mot pouvoir, par exemple, le mot pouvoir, qui désigne, le mot pouvoir, vous voyez, ça désigne à la fois la capacité de, avoir la capacité de, genre, est-ce que je peux ou est-ce que je sais voler dans les airs, par exemple, non. Et de l'autre côté, vous avez aussi pouvoir dans le sens avoir le droit de faire quelque chose, genre, est-ce que je peux tuer le voisin d'en face, par exemple. Là non plus, c'est peu recommandé. Et alors, pour bien chercher à définir les termes de votre sujet, pour réussir à les circonscrire, pour réussir à circonscrire leur sens le plus pertinemment possible, vous pouvez aussi utiliser, c'est une technique que j'aime beaucoup, c'est la technique entre guillemets des antonymes. En gros, l'idée, ça consiste à dire, pour réussir à définir le sens d'un mot, il faut aussi que je sache ce que n'est pas ce mot. Il faut réussir à définir ce que n'est pas ce mot. Et ça, mais ça peut vraiment vous apporter une richesse interprétative hallucinante que de prime abord, vous n'avez pas forcément vis-à-vis du mot du sujet. Par exemple, si vous deviez essayer de définir le terme de liberté, par exemple, je ne sais pas, plutôt que d'essayer de chercher ce qu'est la liberté, c'est peut-être pas mal aussi d'aller essayer de chercher en soi ce qu'est la non-liberté. Qu'est-ce qui n'est pas la liberté? Et comme ça, on va essayer d'aller chercher la frontière, vous voyez, du ou des sens des mots. Pour la liberté, par exemple, ma foi, on pourrait se dire que, par exemple, que la contrainte, une contrainte, ça s'oppose à la liberté. Apparemment, c'est pas si évident que ça, en fait. Parce que, je sais pas, imaginons que la contrainte, ce soit nous-mêmes qui nous la posions à nous-mêmes. Est-ce que cette contrainte, c'est encore de la non-liberté? Sans compter qu'on s'imagine qu'une contrainte, justement, ça contraint, donc peut-être on s'imagine que ça amoindrit tout, ça renferme, c'est négatif, quoi. Alors qu'une contrainte, mais ça peut être tellement fécond. Mais prenez par exemple, je sais pas, le poème d'adieu d'Apollinaire à Lou, je crois qu'il a écrit ça en 1915, si je ne dis pas de bêtises, où les premières lettres de chaque vers, par paquet de 3, ça forme le prénom Lou. Ou bien, je sais pas, le fameux livre de Georges Perec, Disparition, où il a écrit tout son bouquin, il a écrit tout ce bouquin sans la lettre E. C'est une contrainte monumentale. Perec qui a été très fort pour faire ça d'ailleurs. Bon, bref, mais vous avez aussi, soit dit en passant, mais même tous les poètes, en fait, qui utilisent les rimes en fin de vers. Les rimes en fin de vers, c'est quand même une contrainte, mais énorme pour le poète ou la poétesse. Et pourtant, waouh, mais ça rend super bien, quoi. C'est hallucinant. Alors, est-ce que ces auteurs et ces poètes n'étaient pas libres quand ils ont écrit? Est-ce que la contrainte qu'ils se sont imposée est vraiment une non-liberté? Vous voyez, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Et là, j'ai pris l'exemple de liberté, mais il en va de même pour tous les mots, mais pour tous. Donc en gros, il faut réussir à réfléchir à fond à la définition, et à la limite du sens de tous les mots du sujet. Et si possible, d'ailleurs, vous voyez, en même temps, d'articuler cette recherche du sens, cette quête du sens, grâce à des références qu'il faut, n'oubliez pas, noter toujours là sur la feuille de brouillon à part. Ça, c'est très important. Mais il y a autre chose. Alors, ok, il faut réussir à trouver la définition la plus riche et la plus bigarrée, si vous voulez, possible de chacun des mots du sujet, il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est de faire jouer les mots du sujet entre eux, avec leur définition. Parce que je peux vous dire qu'un sujet de culture générale, et ou de philosophie, en tout cas pour les écoles de commerce, mais il va contenir une dose hallucinante de tensions. Il y a des tensions, mais monstrueuses, toujours au sein de chaque sujet. Et ce sont des tensions qu'il y a vraiment entre les sens même des mots du sujet. Et il faut les révéler, ces tensions. Il faut les mettre au grand jour, il ne faut pas en avoir peur. Même si parfois, ces tensions, ça frise l'antagonisme. Moi, vous voyez, mon sujet sur lequel je suis tombé, là, c'était faire parler un texte. Le thème de l'année, c'était la parole quand même. C'était la parole. Et là, on nous parle de texte. Il y a le mot texte dans le sujet. Non mais c'est à tomber par terre, quoi. D'un côté, vous avez la parole, qui en plus, là, dans le sujet, est représentée par le verbe d'action parler.
Et puis de l'autre, vous avez un texte, donc c'est pas un verbe, c'est un nom, vous voyez, un texte qui lui est une réalité figée, ça bouge pas, ça change pas, c'est un texte, voilà, ça reste en plus, les textes. Les écrits, ça reste, les paroles, ça s'envole, vous voyez. Et donc cet antagonisme-là, mais il faut vraiment le faire parler, quoi, vous voyez. Il faut le pointer du doigt, il faut aller le saisir, il faut aller l'empoigner, et tac, vous allez essayer de l'essorer au maximum comme une éponge, vous voyez. Il faut faire sortir de cet antagonisme toute la richesse que vous pouvez en tirer. Tout ce que vous pouvez en tirer, c'est bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Et même si ce avec quoi vous vous retrouvez à la fin, c'est un ensemble d'idées qui ont l'air de se faire la guerre perpétuellement et d'être incompatibles, mais tant mieux. Mais tant mieux, parce que ce qui est vraiment intéressant dans une copie, mais même dans la vie de tous les jours, à vrai dire, lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, lorsque vous débattez, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas lorsque tout le monde est d'accord, c'est lorsque justement les interlocuteurs ne sont pas d'accord entre eux, mais qu'ils ont pourtant tous les deux une idée ou une vision légitime apparemment vis-à-vis d'un même sujet. Voyez. Et c'est ça, in fine, ce qu'il faut réussir à essorer, à extirper des tensions du sujet. C'est réussir à adopter plusieurs points de vue vis-à-vis d'un même sujet, plusieurs prismes de réflexion vis-à-vis d'un même sujet. C'est ça qu'il faut réussir à adopter. Et ça se fait vraiment par l'acte et l'action de penser, mais selon la définition de Platon que vous connaissez sans doute, j'imagine, c'est que Platon avait cette fameuse phrase penser, c'est l'âme qui dialogue avec elle-même. Mais là, c'est vraiment ça, quoi. Il faut presque débattre avec soi-même et essayer de ne jamais arriver à une certitude trop brute, trop à brûle-pourpoint, vous voyez ce que je veux dire? Ça, la certitude à brûle-pourpoint, c'est la mort de la pensée. Lorsque vous êtes sûr de quelque chose et que vous n'interrogez pas honnêtement et sincèrement cette certitude, ben vous êtes sûr de donner des définitions de termes d'une platitude extrême et à pleurer, quoi. Enfin, genre, ah ben la liberté, c'est faire ce qu'on veut, par exemple. Voilà, vous allez arriver juste avec ça. Alors oui, certes, c'est un aspect de la chose, mais on ne peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter là. Mais même, je vais vous dire, là on a parlé de la liberté, c'est un grand mot, mais entraînez-vous au quotidien à interroger même la définition de mots encore plus simples. Je sais pas moi, si vous prenez une table par exemple, si vous essayez de définir une table, bah, si vous vous arrêtez simplement à dire qu'une table c'est un support horizontal pour poser des objets dessus, bah, c'est pas ouf, c'est pas terrible, parce que vous oubliez par exemple qu'une table, ça peut aussi être fait pour manger, vous voyez, une table, bon, ça c'est grossièrement, mais ça peut aussi réunir des gens, je sais pas, prenez la table ronde du roi Arthur, ou la table de la scène aussi, mais aussi, je sais pas, il peut aussi se passer des choses sous la table. Une table, ça peut cacher beaucoup de choses, on peut se passer des papiers, on peut faire beaucoup de choses sous une table. Mais pas, vous saisissez l'idée, je pense, du truc. Donc vraiment, ça c'est le message à marteler, c'est que l'analyse des termes du sujet, c'est une étape, mais juste essentielle. C'est l'étape essentielle. Parce que c'est de là que va découler votre problématique générale, et puis aussi d'ailleurs l'essence de chaque grande partie de votre plan. Alors là d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment pour vous faire un rappel purement méthodologique, mais vraiment de la théorie pure au niveau de l'organisation de la copie. D'abord, vous avez l'introduction. Alors au passage d'introduction, je vous conseille, même vraiment faites-le, rédigez-la en entier, mot pour mot, au brouillon, d'abord sur une feuille à part, encore une fois, ok, et ensuite vous la recopiez au propre. Ok. L'introduction, ça commence d'abord par une accroche, c'est-à-dire vous faites référence à une œuvre qui vous semble pertinente, voyez, pour introduire le sujet. Donc vous développez un tout petit peu ensuite votre accroche, vous expliquez vite fait les enjeux de votre référence vis-à-vis du sujet. Et là, vous arrivez avec vos gros sabots, en gros, en citant mot pour mot, textuellement le sujet. Par exemple, ainsi, on peut se poser la question de l'enjeu de faire parler un texte. Il faut vraiment que là, le sujet soit énoncé textuellement. Okay, et la sensation qu'il faut que ça donne au niveau de l'introduction pour le correcteur, quand on la lit, c'est que votre accroche, elle doit accoucher, entre guillemets, du sujet lui-même. Il faut que le sujet que vous traitez émerge naturellement presque de votre accroche et de votre petit développement. Bon. Ensuite, après ça, après l'annonce explicite du sujet, avec les termes du sujet, vous rédigez toute l'analyse ordonnée des termes du sujet dont on a parlé avant et que vous avez fait au brouillon. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment vous étendre, vous pouvez même poser des questions en l'air, des questions rhétoriques, qui ne sont pas forcément votre problématique générale d'ailleurs, hein, mais voilà, là vraiment,
vous montrez au correcteur que vous avez vraiment bien planché au brouillon, vous avez sué sang et eau, peut-être pas du sang, mais de l'eau sur la définition des termes du sujet. Okay, et tout ça pour arriver finalement à votre problématique générale, donc là on est toujours dans l'introduction bien sûr, qui peut être vachement longue, hein, qui peut être très longue et très riche aussi, et qui doit condenser, qui doit regrouper de façon assez synthétique quand même, il ne faut pas oublier, toutes les tensions justement que vous avez mises en avant dans l'analyse du sujet. Et ensuite, bien sûr, après tout ça, vous allez annoncer votre plan qui doit être un plan en 3 grandes parties. En tout, pour préparer, rédiger, recopier l'introduction et préparer votre plan, comptez une bonne heure et demie, je pense. Moi c'est ce que je faisais. Après, ça doit juste être du remplissage en fait. Alors en ce qui concerne les 3 grandes parties, il faut bien avoir en tête que chacune de ces 3 grandes parties doit être elle-même subdivisée en 3 sous-parties. C'est-à-dire que les 3 grandes parties, ce sont vraiment les 3 gros enjeux de votre sujet. Okay, et dans chacune de vos parties, pour chaque enjeu, vous allez développer 3 paragraphes différents. Et chacun de ces 3 paragraphes, vraiment, ils vont représenter 3 idées différentes qui doivent bien sûr constituer et répondre à la thématique générale de la grande partie dans laquelle ils se trouvent. Okay. Mais ces 3 paragraphes et idées, elles doivent chacune faire appel et mettre en avant et analyser une référence de votre cours ou de vos cours de lycée, par exemple, si vous voulez. Parce que vous pouvez tout à fait revenir vers vos cours de lycée s'il y a des références que vous aimez bien. Vous pouvez tout à fait faire ça. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans la simple illustration. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En disant quelque chose du genre comme machin chouette l'a dit dans telle œuvre et vous passez à la suite. Non, 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 non. Mais alors vraiment, mais pas du tout. Pas du tout. Là, ce que vous seriez en train de faire, c'est ce qu'on appelle le plus communément un argument d'autorité. Et ça, l'argument d'autorité, c'est sans doute l'une des choses les plus mal vues par les correcteurs. Et puis même aussi, je pense que vous vous en êtes aperçu dans la vie de tous les jours. Vous l'avez peut-être expérimenté déjà un jour face à quelqu'un. Il n'y a rien de plus insupportable. Enfin, il y a d'autres choses insupportables, mais ça particulièrement, c'est assez suant lorsqu'il y a quelqu'un dans la vie de tous les jours qui vous dit un truc pareil pour se justifier ses propos. Genre, il vous dit mais oui, vous voyez bien que c'est ça, et puis c'est pas bien compliqué, j'ai raison, c'est certain, c'est sûr que j'ai raison parce que Nietzsche a dit à peu près la même chose que moi, voilà, c'est plié, et bam, il vous sort un truc, une citation grosse comme une maison pour vous clouer le bec. Voyez, non en fait, parce que là, la seule chose que ça montre vis-à-vis de ce type-là, c'est qu'il est juste bon à mémoriser des citations et pas à réfléchir par lui-même. Et parfois même, il comprend même pas la citation qu'il vous cite. Donc bon, alors méfiez-vous vraiment de ces gens-là. Ce sont des usurpateurs. Donc le truc, c'est que quand vous faites appel à une citation ou à une référence ou que sais-je, il faut comprendre que de cette référence ou de cette citation, vous allez pouvoir déployer votre idée. Cette référence, elle doit être le socle du déploiement de votre réflexion et de votre idée. Ça, c'est super important. En gros, ce qui doit se passer, dans chaque paragraphe, vous voyez, pour chaque idée que vous avez, vous allez commencer d'abord par introduire votre idée, okay, vous dites de quoi il s'agit, les grandes lignes, quoi. Puis vous faites votre référence, mais une fois que vous avez fait votre référence à une œuvre ou n'importe, ou que ça, on s'en fiche, au passage, je vous conseille vraiment de souligner tous les noms des œuvres que vous citez, parce que ça va vraiment permettre à votre correcteur de s'y retrouver visuellement. Enfin, imaginez-vous le mec, il a des centaines de copies à corriger, enfin, ça fait du bien de s'y retrouver un petit peu avec les œuvres soulignées. Même pour vous, ça va vous aider pour voir si vous êtes assez équilibré dans l'utilisation de vos références, pour pas qu'il y ait que de la philo, de la littérature ou je sais pas, ou que de la peinture, voyez, et aussi équilibré dans la copie en elle-même. Donc bon, vous faites votre référence, vous expliquez et vous explicitez votre référence et le lien qu'elle a avec votre idée, mais en plus, il faut que cette analyse de la référence, elle fasse en gros germer encore plus votre idée de départ. C'est-à-dire que d'abord vous avez l'idée, ok, la référence arrive, vous l'explicitez, mais vous allez utiliser cette référence et votre analyse de la référence, ok, pour faire pousser votre idée, pour la faire grandir, pour lui faire gagner en amplitude, pour lui faire gagner en richesse. Si bien qu'une référence, c'est pas du tout juste une illustration, pas du tout, c'est vraiment ce qui va cultiver votre idée et qui va la faire pousser. Et c'est pas pour rien, vous voyez, qu'on est en culture générale. D'ailleurs, la culture, c'est ce qui fait pousser, justement, comme en agriculture, vous voyez, on fait pousser.
Et bien là, dans cette épreuve, il s'agit de faire pousser des idées. Et on les fait pousser grâce à des références, à des œuvres qui, le plus souvent, on a de la chance, sont géniales. On étudie des choses absolument géniales en prépa. On a une grande chance en France. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, du coup. C'est vraiment le fait que ce que vous allez apprendre en prépa, ce sont des œuvres, mais d'une richesse extraordinaire. Et qui sont d'ailleurs tellement riches pour la plupart, qu'elles peuvent tout à fait être utilisées pour différentes idées et dans plein de sujets différents. Vous voyez, une même référence, une même œuvre peut tout à fait faire pousser différentes idées, dans différentes épreuves bien sûr. On ne peut pas utiliser 2 fois la même référence dans une copie, c'est pas possible ça. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire « Ah bah dans telle œuvre, il y a juste cette idée-là, etc. » Mais non, 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 les œuvres que vous allez étudier, elles contiennent en elles-mêmes une richesse mais extraordinaire, qui peut tout à fait être utilisée pour différentes idées et pour différents sujets du coup, et donc pour différentes épreuves. Alors, pour revenir un petit peu à la méthodologie générale, donc on a dit 3 grandes parties, dans chaque grande partie 3 paragraphes avec une idée par paragraphe, une référence, voilà, vous avez 6 idées avec le développement de l'idée. Bon, le truc, c'est que dans chaque paragraphe, le développement d'une idée, il doit, si c'est possible, et c'est même ce qu'il faut viser, il faut que ça amène à l'idée du paragraphe suivant, etc., etc. En fait, il faut une sorte de fil conducteur qui ne s'arrête jamais. C'est comme faire une longue digression d'idée en idée, mais une digression qui doit être structurée et maîtrisée. Il faut qu'il y ait une cohérence, voyez, dans votre copie. Tout comme au passage, il faut aussi qu'il y ait une transition entre chacune de vos grandes parties, vos 3 grandes parties, et donc de vos grands enjeux. Mais alors, la grande question, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour construire ces 3 grandes parties? Parce que c'est pas si évident que ça quand même. Alors là, le truc, enfin, moi c'est l'image que j'aime bien avoir avec moi, c'est en gros, vous voulez construire un pont. Le pont, c'est votre copie. Ça pourrait être un autre bâtiment si vous voulez. Moi j'aime bien les ponts, ça me fait kiffer. Donc, vous voulez construire un pont. Ok. Et le truc, c'est que vous avez avec vous un sac qui est rempli de pierres, qui ont chacune une certaine forme propre, une couleur propre, etc., mais qui sont quand même un peu malléables. Elles ne sont pas totalement rigides, ces pierres. Ces pierres, en fait, elles représentent toutes vos références du cours que vous avez avec vous. Et la raison pour laquelle ces pierres sont malléables, c'est que, comme je vous l'ai dit avant, une même référence peut être utilisée de différentes façons, voyez, pour traiter différentes idées. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est bien sûr construire un pont, votre copie, avec ces pierres malléables qui sont vos références. Ok. Mais alors là, le problème, c'est que, apparemment, j'ai que 2 options. Soit je vais d'abord faire le plan de mon pont exactement comme un architecte, et ensuite, je vais essayer d'aller caser comme je peux mes pierres, quitte à les tordre terriblement dans tous les sens. Mais bon, le résultat, il ne va pas être terrible, vous voyez, vous vous en doutez bien, parce que les pierres vont être tellement tordues dans tous les sens que ça va arriver à quelque chose de franchement moche, quoi. Donc, première possibilité, ou alors, soit je vais partir de mes pierres, donc de mes références, et cette fois-ci, un peu à l'image d'un tailleur de pierre, vous voyez, je vais essayer de faire quelque chose qui ne se casse pas trop la binette, vous voyez. Le problème, c'est que là, vous risquez quand même d'avoir une structure qui tangue et votre pont, il risque vraiment de s'effondrer grave. Donc, c'est au niveau de la structure, là, cette fois-ci, que ça va pêcher. Donc, la question, c'est en gros, vaut-il mieux être architecte, faire son plan d'abord, sans réfléchir ni prendre en compte ses références, c'est-à-dire ses pierres, ou alors, vaut-il mieux être tailleur de pierres et donc partir de ces pierres, de ces références et essayer d'approcher comme on peut la structure finale de votre pont qui est la copie. Bon. Et la réponse que j'aimerais vous apporter, c'est qu'il faut être les 2 en même temps. Il faut être les 2 en même temps, mes chers amis. Et c'est ça qui est vachement délicat. C'est qu'il faut être en même temps architecte et tailleur de pierre. Il faut savoir structurer, il faut savoir faire le plan et en même temps avoir une connaissance intime de chacune de ces pierres, de chacune de ces références pour pouvoir les utiliser le plus harmonieusement, le plus efficacement possible. Alors, après, bien sûr, comment est-ce que ça se passe tout ça? Comment ça se passe? Déjà, alors, en ce qui concerne le travail de l'architecte, pour devenir architecte, entre guillemets, c'est un travail de structure de la pensée. Il faut être capable de structurer rapidement sa pensée vis-à-vis de n'importe quel sujet. Alors moi, ce que je faisais, c'est un conseil de mon père d'ailleurs à l'époque, c'était de faire des plans.
de faire des plans mais tous les jours. Et quand je dis faire des plans, c'est genre faire 2 plans par jour. Et je faisais littéralement ça, hein, je faisais 2 plans par jour. C'est-à-dire que vous prenez des sujets, pas forcément d'ailleurs des sujets qui sont en lien avec votre thématique. Hein. Moi j'utilisais des sujets de colle, de culture générale, mais vraiment complètement quelconques. Okay, et au brouillon, vous faites un plan, bam, en 3 parties, on s'en fiche de ce que vous allez mettre à l'intérieur, on s'en fiche des pierres. Okay, ce qui compte, c'est d'acquérir un réflexe organisationnel et structurant. Vous devez être capable d'organiser votre pensée et de la structurer rapidement et de déceler rapidement, c'est ça l'enjeu, de déceler rapidement et efficacement les grands enjeux de n'importe quel sujet. Okay, ça, c'est pour l'architecte. Ensuite, en ce qui concerne le tailleur de pierre, et voilà, là, il n'y a pas de secret, il faut une connaissance intime de chacune de vos pierres. Il faut que chacune de vos références, ce soit mais vraiment quelque chose que vous connaissiez en profondeur et pas simplement de façon superficielle. Ce n'est pas simplement la forme de la pierre qui va vous importer, c'est aussi son poids, sa densité, sa malléabilité, sa couleur, peut-être aussi sa richesse. Il y a des pierres parfois, vous savez, qui sont serties de diamants, enfin je sais pas, où il y a de l'or parfois. Vous devez avoir une connaissance intime de vos pierres, une connaissance intime de vos références. Et le jour du concours, ou même le jour de n'importe quelle déesse d'ailleurs, va falloir sortir vos pierres de votre sac. Vous allez devoir aller fouiller dans votre sac et vraiment les poser sur la table, genre au brouillon, allez, au brouillon, sur votre feuille de référence dont on a déjà parlé. Okay, vous allez poser vos références, qui sont vos pierres. Vous les mettez toutes celles qui vous semblent pertinentes vis-à-vis du sujet, bien sûr. Vous les mettez, vous les étalez comme ça, vous étalez toutes vos pierres. Et même, vraiment, aller fouiller jusqu'au fond du fond de votre sac. Ce serait tellement bête et dommage de sortir de la salle en se disant « Ah, j'ai oublié un truc, j'aurais pu mettre ça à la place, quel crétin, tu vois, enfin, genre, ça aurait été tellement mieux. » Donc non, vraiment, sortez vos pierres, mettez-les sur le papier, et ensuite vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que votre côté architecte, qui est en vous et que vous aurez acquis à force d'avoir fait des plans, okay, et ben, combiné avec votre côté tailleur de pierre, et ben, tout ça réuni, ça va faire un peu de façon miraculeuse, hein, mais bien réelle, vous allez sans doute en faire l'expérience, je l'espère pour vous. Vous allez percevoir que telle pierre va bien avec telle pierre, qui va bien avec telle autre, qui va bien avec celle-là, etc. Et que tout ça, ça prend forme. Tout ça vous forme une grande partie. Non seulement ça forme, mais en plus ça épouse parfaitement la logique structurelle de la grande partie en question qu'en tant qu'architecte, vous aviez conçu, etc., etc. Et progressivement, vous allez mettre de l'ordre dans vos pierres et vous allez construire votre pont. Et puis alors pour finir votre copie, vous finissez par un vernis pour votre pont, bien sûr, c'est très important, une belle petite conclusion avec une ouverture à la fin si possible. Et dernier conseil aussi, aérer votre copie. Très important, ça, il faut que ce soit aéré. Entre chaque paragraphe, bam, on saute une ligne, entre chaque grande partie, pareil, on saute des lignes, etc. etc. Mais alors, juste pour revenir un tout petit peu au pont et aux pierres, encore faut-il, pour arriver à ça, encore faut-il bien connaître ses pierres. Et du coup, bien connaître ses références. Et ça, pas simplement de façon précise, même si c'est très important la précision, il faut être précis quand on cite une référence. Par exemple, une tirade extraite d'une pièce de théâtre, il faut savoir, bien sûr, resituer la scène et l'acte de l'œuvre, sans compter qu'il faut aussi connaître le nom de l'œuvre, aussi bien, enfin l'auteur aussi, évidemment. Mais ce n'est pas le tout d'être précis, parce que encore faut-il connaître et comprendre intimement ce qu'il y a au fond de chacune de vos références. Et quand je dis intimement, je veux dire presque avoir fait l'expérience de l'œuvre dont vous parlez et des œuvres dont vous parlez. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que quelqu'un un jour vous parle, je ne sais pas moi, mais allez, du 3e mouvement du 22e concerto de Mozart. Ok, bon. Mais il se trouve que cette même personne qui vous parle si gaiement de ce 3e mouvement du 22e concerto de Mozart, n'a juste jamais écouté ce morceau. Et pourtant, il vous en parle comme ça, parce qu'il a appris par quelqu'un d'autre, peut-être son prof de musique, qui sait que c'est un morceau vraiment très entraînant, joyeux, etc. Et il vous ressort ce discours, qui peut être un discours riche, hein, qui sait, ça arrive, mais il n'a juste jamais fait l'expérience de ce morceau. Il ne l'a jamais écouté. Et ça, je peux vous dire que ça se sent tout de suite, pas trop à l'écrit encore, voilà, mais encore plus à l'oral d'ailleurs. Alors là, si à l'oral vous êtes admissible à HEC, ça va se sentir, mais grave. Hein. Mais en plus, le truc c'est que cette personne-là,
qui n'a jamais écouté ce morceau, mais dans 3 jours, il l'a oublié, quoi. Enfin, voilà, il aura oublié ce qu'il a appris sur cette œuvre. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, d'abord, c'est faites l'expérience intime des œuvres dont vous allez parler le jour du concours. Allez écouter les morceaux, allez voir les tableaux, allez lire les poèmes et les textes, mais de façon complètement désintéressée. Oubliez les concours et oubliez même que vous faites ça pour les cours. Juste jouissez de l'œuvre dont vous faites l'expérience. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Et surtout, il n'y a pas meilleur moyen, en plus, pour retenir sur le long terme des références à des œuvres. Parce que vraiment, et vraiment, ça va vous marquer dans votre être, dans votre individualité. Alors bien sûr, après, il ne faut pas oublier de ficher tout ça. Il ne faut pas oublier que quand même on bosse pour les concours aussi. Et même aussi ficher vos réflexions. Hein. Fichez vos réflexions, fichez vos impressions les plus intimes vis-à-vis de ces œuvres. N'ayez pas peur de ça. Elles ne sont pas du tout ridicules, toutes ces impressions. Tout en n'oubliant pas non plus, important bien sûr, de ficher ce que vos profs vous ont dit, de l'analyse de ces mêmes œuvres. Hein. N'oubliez pas ça. Mais à la fin, sur vos fiches, vous voyez ce qu'il faudrait juste qu'il y ait très très peu de choses. Le nom de l'œuvre, le nom de l'auteur, quelques mots d'analyse et c'est tout. Tout le reste, vous devez l'avoir gravé en vous, dans votre individualité, presque dans votre sensibilité. Okay, et dites-vous bien que ce qu'essayent de déceler les correcteurs le jour du concours, c'est pas du tout de voir qui sait le plus de choses. Ça, il y a question pour un champion, si vous voulez, pour ça. Ah oui, 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 oui. C'est pas que de la mémoire. Et le plus souvent, vous voyez, c'est complètement superficiel, ces trucs. Non, ce qu'ils veulent voir, ce que veulent voir les correcteurs, c'est est-ce que vous êtes sensible à la culture. Ils essayent de voir si vous êtes, entre guillemets, cultivé. Voyez, mais encore une fois, pas dans le sens savoir beaucoup de choses de façon très précise. Non, c'est pas ça. C'est pas un travail de mémoire, tout ça. Enfin, c'est pas le truc le plus fondamental, en tout cas. Ce qui importe vraiment, c'est, en plus de montrer qu'on est capable de structurer sa pensée et de répondre à des exigences de forme, okay, c'est-à-dire qu'on est malléable, okay, mais ce qui importe vraiment, c'est de montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous connaissez presque intimement, comme je disais, les références que vous mentionnez. Et que ces mêmes références, en plus, vous ont fait grandir peut-être, qu'elles vous ont fait pousser, qu'elles sont vôtres. Ce sont vos références, okay, vues par vous. Et là, il serait peut-être bon d'ailleurs de parler un petit peu de ce mot-là, ce mot de culture qu'on a dans l'épreuve de culture générale. Ce mot qui semble si vaste et carrément un peu fourre-tout, vous voyez, parce que nom d'un chien, mais c'est quand même invraisemblable, vous voyez, mais que genre un poème d'Hugo, une sonate de Chopin, un tableau de Rembrandt, mais je sais pas, mais même des ruines antiques ou une fête villageoise traditionnelle, les mœurs, tout ça, c'est contenu dans ce même terme si vaste de culture, apparemment, la culture. Alors qu'est-ce qui peut bien relier tout ça, toutes ces réalités si disparates? Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière tout ça? Eh bien, sans doute qu'en réalité, peut-être, ce qu'on appelle la culture, mais vraiment la culture et pas les cultures, vraiment la culture, c'est ce qui traverse du coup l'intégralité de tous ces objets culturels, entre guillemets, pour paraphraser un peu maladroitement Arendt. Et j'en ai cité quelques-uns, des objets culturels, les poèmes, les tableaux, les mœurs, etc. Mais la culture, elle, en fait, c'est presque comme une sorte d'énergie, en fait. Mais une énergie bien particulière qui est comme contenue, vous voyez, dans tous les objets dits culturels. C'est-à-dire que tous les objets culturels, entre guillemets, aussi disparates, aussi différents les uns des autres soient-ils, eh bien pourtant, ils ont tous en eux cette forme d'énergie humaine, mais extraordinaire, qui peut traverser, qui peut nourrir et qui peut faire pousser en hauteur n'importe quel individu qui prend la peine d'aller vers ces objets culturels d'une richesse, mais invraisemblable, et qui sont, pour la plupart, le patrimoine de l'humanité. Et c'est vraiment cette énergie, je crois, qu'on appelle culture, enfin, que j'aime appeler culture, voilà, c'est cette énergie unique qui se déploie et qui se décline à l'infini, dans tous les objets culturels, sous différentes formes, sous différentes couleurs, sous différentes intensités. Mais à la fin, vous avez toujours cette énergie vivante et vivace et qui se vit, ça se vit la culture, par l'enthousiasme, la fascination, la passion, l'étonnement, l'émerveillement. Et cette énergie, cette culture, comment dire, elle est toujours, si vous voulez, dans l'attente d'être vécue par celles et ceux qui ont l'opportunité de la dénicher là où le ou les créateurs des objets culturels en question l'y avaient déposé parfois comme en héritage. Et vous voyez,
à l'image d'une terre ou d'un champ qu'on cultive, mais là, ce sont les sensibilités, c'est la raison, et c'est les cœurs que cette énergie cultive. Elle fait pousser les êtres en hauteur. Voyez. Alors si je peux vous donner un vrai conseil, un vrai conseil, je pense que sans doute le plus important, je pense, de cette vidéo, c'est essayer d'aller chercher cette énergie, développer votre goût d'apprendre sans cesse, devenez boulimique de la culture, développez cette soif, il faut que vous développez cette soif, mais intarissable pour la culture, peu importe le domaine, variez le plus possible, peinture, musique, philosophie, mais aussi mathématiques, je sais pas, pour moi, le sport, les romans, le cinéma, tout ce que vous voulez. Et là, vous allez voir, il va se passer un truc fantastique, c'est que vous allez développer votre sensibilité, votre goût, et là, vous allez prendre votre pied, mais comme jamais, quoi. Et après, mais vous ne pourrez juste plus vous arrêter, parce que c'est tellement jouissif d'apprendre. Vous allez savoir, vous allez avoir cette sensation extraordinaire que vous êtes en train de vous nourrir sur le plan intellectuel et spirituel, si vous voulez. La culture, c'est une nourriture pour l'âme. Bon, je ne crois pas au concept d'âme, mais vous saisissez l'idée, je pense. Vous allez devenir riche intérieurement. Et ça, pas forcément d'ailleurs pour briller en société ou pour les concours, même si c'est important les concours, c'est vrai, et qu'on est là pour ça, c'est vrai. Mais vous faites ça aussi pour vous. Et c'est un conseil pour la vie, je ne sais pas, ce serait un peu infiniment prétentieux de ma part de donner des conseils pour la vie, mais je pense sincèrement que la culture, elle est capable de transformer l'homme en bien, de le faire grandir, et que c'est l'une des plus belles richesses qui soit à notre disposition pour nourrir notre âme.